Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la 7e illusion où aujourd'hui votre hôte Jules Melon est accompagné de Joseph alias Sawyer. Comment ça va? Bah écoute, ça va très bien, surtout que je suis très très content de parler du film dont on va aborder la question aujourd'hui, donc voilà, Ouais, ça va très bien, écoute. c'est vrai que en plus il y a quelques jours on a publié une rétro sur le premier opus puisque là c'est entre guillemets sa suite, on va dire 24 ans après en termes de sortie en salle, mais 16 ans si on en suit les événements exacts. Gladiator 2, donc, toujours réalisé par Ridley Scott, un métrage qu'on attendait beaucoup. On avait une certaine crainte aussi, parce que je crois que toi et moi, enfin moi c'est sûr, hein, vous avez entendu dans ma rétro avec Albator l'autre jour, mais toi aussi je crois que tu aimes vraiment bien le premier opus Gladiator. Et donc, forcément, une suite autant d'années après, en changeant trois quarts des personnages, ça pouvait être difficile à imaginer dans l'intérêt global. Mais c'est Ridley Scott qui nous a habitués à de belles choses, même si je sais que sur certains points on ne sera pas d'accord, hein, notamment les suites, enfin ces suites à lui d'Alien. Mais voilà. Donc, il présente cela avec au casting dans le rôle principal Paul Mescal, qui est un peu le nouveau Maximus, si on veut, hein. Ce monsieur qui va être amené dans l'Empire romain pour devenir esclave et très très vite gladiateur avant de remuer les foules. On reprend à peu près le même style d'histoire, hein. Pedro Pascal interprétant un général romain, Connie Nielsen revenant donc dans le rôle de Lucilla par rapport au premier film, Denzel Washington qui interprète un monsieur qui a beaucoup de charisme sur lequel nous reviendrons, tandis que les deux empereurs, Guetta, pas comme David, hein, et Caracalla sont joués par Joseph Quinn et Fred Eschinger, ou Eckinger je crois qu'on prononce, mais bon, peu importe. Alors, l'histoire est simple, hein. On va suivre Anno, qui vit en Numidie, dans la dernière cité libre d'Afrique, qui a son épouse, tout ça, et puis l'Empire romain vient conquérir cet endroit. Et ça se passe très très mal, tant et si bien que Hanno veut se venger notamment du général qui a mené ses troupes, c'est-à-dire le personnage de Pedro Pascal, Marcus Acacius. Et pour ce faire, il va fomenter sa vengeance petit à petit en devenant gladiateur. Mais il va y avoir d'autres révélations. Si vous avez vu la bande-annonce et lu les synopsis, vous savez déjà. Mais le film joue un petit mystère là-dessus, donc on y reviendra très vite, hein. Le spoil à ce niveau, qui n'est pas vraiment un spoil, va vite tomber. Mon cher Sawyer, qu'as-tu pensé de ce film que tu as vu 2 fois en salle, je crois, donc. C'est vrai, parce que j'ai eu la chance de le voir en avant-première, et ensuite j'y suis retourné, du coup, pour passer la surprise, etc., bah, entre guillemets, me refaire un avis, même si j'ai eu plus ou moins le même avis sur le premier et le deuxième visionnage. Bah, moi, j'aime encore une fois beaucoup le premier, je trouve que c'est un super film, c'est un des meilleurs de Scott. C'est un de ses plus grands, je pense, dans ces grands monuments avec Blade Runner ou Alien, etc., peut-être un peu en dessous, mais voilà. Mais je pense que Gladiator 2, il est pas au niveau du premier, je pense pas, mais faudra que je le revoie, que je le laisse un peu mûrir dans mon esprit pour réfléchir à cette question-là. Mais c'est quand même, je pense, un grand film de Ridley Scott. Je pense que c'est son plus grand depuis au moins 4 ou 5 films. Parce que moi, j'ai pas aimé House of Gucci, je sais qu'on n'est pas d'accord, mais moi, j'ai vraiment trouvé abominable House of Gucci. Napoléon, c'était imparfait, mais c'était quand même intéressant. Et j'ai beaucoup aimé le dernier duel. Donc la question peut se jouer avec le dernier duel, mais personnellement, je pense que j'ai préféré Gladiator 2. Et c'est un film sur la rage, en fait. C'est un film sur l'héritage. C'est ce que tu diras, je pense que tu voudras développer là-dessus, mais c'est un miroir au premier film et qui utilise aussi les archétypes du premier film pour les transformer dans le troisième acte. Donc c'est à la fois quelque chose d'impressionnant narrativement et en même temps, faut le dire, en termes de mise en scène visuellement, dans les combats, la mise en scène de l'action. Je pense que Furiosa mis à part, c'est les meilleures scènes d'action qu'on ait eues cette année et même depuis assez longtemps en fait. Ouais, je crois qu'on est très d'accord. Alors c'est intéressant que tu dises que besoin de temps pour maturer, et tu l'as vu 2 fois. C'est ce que j'étais en train de me dire, parce que moi j'avais vu en avant-première, donc il y a une semaine, et j'ai besoin d'un revisionnage, forcément. Sur le moment, j'ai passé un excellent moment, parce que c'est le film, oui, comme tu dis, qui a la rage et qui est nécessaire aussi. C'est vrai que dans une période un peu automnale où on est fatigué, vu la société autour, et ça parle politiquement euh, d'une société d'époque qui a sa modernité de nos jours aussi indirectement, parce que les puissants de ce monde sont toujours tels qu'ils sont aujourd'hui. Hein, on peut y voir avec ces deux empereurs des décalques de certains leaders voilà, mondiaux aujourd'hui. On va pas forcément Puis citer de nom, on mais parlera du personnage de Denzel Washington aussi, hein, qui est aussi, même dans bah oui, son il y a nom. trois. Alors, il y a trois leaders, si on veut. Il y en a un qui est amené à devenir empereur, hein, parce que Macrinus, son personnage, on sait, est devenu dans la réalité historique empereur. Mais on parlera de la réalité historique scottienne aussi dans ce film. Et Ah c'est là un là. métrage qui est porté d'ailleurs par Paul Mescal sur cette rage. Alors,
c'est là-dessus où on peut y voir tous les défauts du monde, dans le sens où c'est une autoroute sur le plan scénaristique. On voit tout venir, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais comme on le sait au cinéma, le scénario n'est pas le plus important. Et il y a peut-être aussi des reproches qu'on pourrait faire dans l'idée de c'est très proche du premier, effet miroir, quoique ça peut se discuter ça. Hein. Et on n'est pas loin, on frise éventuellement ce qu'on pourrait appeler le fan service, entre guillemets, par rapport au premier Gladiator. Mais on y reviendra. Parce que pour moi, ça va au-delà. Et c'est très nécessaire que ce film soit dans l'héritage absolu du premier, donc qu'on reprenne des tropes complètement équivalentes au premier film, et donc aussi des personnages et des choses, on révélera après hein, qui est vraiment Anno. Mais c'est assez évident. Si vous avez vu le premier Gladiator, on voit un premier flashback avec un enfant. Si vous n'êtes pas bête, vous avez compris qui est Anno. Mais bon, c'est ça qui est intéressant parce que le synopsis, la bande-annonce spoil. Le film essaye de faire des mystères, mais en fait, c'est des faux mystères. Là-dessus, Ridley Scott, il s'en amuse. Il cherche pas à faire il joue pas vraiment sur la figure du twist non plus. C'est-à-dire que le truc est révélé quand même assez rapidement, quand même, faut le dire. Puis ça se voit dans la personnalité de Pedro, pas de Pedro Pascal, quoique Pedro Pascal, c'est une autre facette de Maximus. Pedro Pascal, c'est une autre facette de Maximus, mais de Paul Mescal, là, on voit aussi l'héritage de Maximus. Donc, soyons pas bêtes, comprenons les choses. Déjà que dans le premier film, il y avait un faux mystère autour de cet enfant, j'ai envie de dire. Là, au moins, c'est frontal. Et Ridley Scott, je pense qu'il s'en amuse dans le sens où il va au bout de son idée, il fait une suite cohérente au premier, et dans cette optique du rêve de Marc Aurèle. Alors, Marc Aurèle, c'était l'empereur joué par Richard Harris dans le premier Gladiator, qui souhaitait que l'Empire passe aux mains des sénateurs et devienne une république. Sauf que ce rêve était une utopie et son fils Commode l'a assassiné. Et derrière, on croyait qu'avec Maximus derrière, donc la République, les sénateurs allaient enfin triompher. Mais au final, on se rend compte avec ce film que la victoire de Maximus était amère. Alors déjà, il meurt à la fin du premier Gladiator, hein, gros spoiler. Et 16 ans après, on recommence limite en pire. En pire dans les deux sens du terme, en plus, c'est très drôle, puisque non seulement il n'y a plus Commode, d'accord, mais il y a deux empereurs à la place, donc tu vois, il y a une double folie, et ils sont complètement cinglés, les deux. Tu as le sanguinaire, qui est un peu plus cérébral, mais calculateur et violent, et tu as l'autre qui est limite, tu as un peu l'impression que c'est le résultat d'une sorte de consanguinité absolue. Ce duo d'empereurs, c'est tu multiplies Commode par deux, quoi. C'est un peu les deux. Ouais, mais les deux, c'est avec Commode. une petite utilité, c'est qu'ils sont quand même beaucoup moins astucieux et intelligents que Commode. En fait, celui joué par Joseph Quinn, hein, Guetta, il me semble, peut avoir cette intelligence. Mais comme il a son frangin, là, son jumeau, hein, soi-disant, parce que dans la réalité, ils n'étaient pas jumeaux, et c'est là-dessus où Ridley Scott s'en amuse, comme il l'a dans les pattes, ce petit frère jumeau, là, et ben, forcément, il ne contrôle pas non plus la double folie de ce duo. Et c'est intéressant. Et on parlera justement de ce duo et de la manière dont il est mis en scène Mais c'est un film de miroir et de dualité. C'est un film de miroir, de duo et de dualité de A à Z. Et c'est construit ainsi comme Rome s'est construit, avec Romus et Rémulus. Tiens, c'est marrant ça. Les rapports à Alien, sachant que Ridley Scott va faire sa propre suite à Alien, et il a dit que ça aurait probablement pas de rapport avec Romulus. Voilà, je sais que tu vas être déçu, mais visiblement, il veut reprendre là où Covenant s'est arrêté. Non, mais par contre, David, j'en peux plus, quoi. Ah ouais, non, mais tu vois, et c'est intéressant qu'ils remettent cette idée-là. Alors, c'est probablement un hasard, quoique avec Ridley Scott, on ne sait jamais, parce qu'il est taquin, en ayant en tête peut-être qu'il puisse faire son Alien à la suite, là, il convoque Romulus et Rémus, parce que dans l'histoire mythologique de Rome, hein, c'est ces deux qui ont créé Rome, et ils ont été, on va dire, nourris par la louve, et derrière, ici, ce sont des Romus et Rémus très, très, très consanguins et complètement fous, assoiffés de pouvoir et de folie. Donc, comme quoi, finalement, Rome ne s'est pas faite en un jour, mais des centaines d'années après, Rome est en train de s'écrouler sur. D'ailleurs, c'est à un moment, il y a un personnage qui le dit. Hein, elle suce son propre sang, et quelque chose comme ça. Elle se nourrit de son propre sang. On voit une Rome décadente dans l'absolu. Et en gros, là où on pensait que Commode, avec sa mort, ça allait permettre un renouveau, c'est limite pire après. Ce qui est d'ailleurs très triste pour Maximus, quand on y pense, d'une certaine façon. Tu as un peu l'impression qu'il est mort pour rien. Mais bon, il y a le personnage d'Anno qui va peut-être reprendre son héritage. Et alors là, le film déroule là-dessus, ces thématiques-là. Donc évidemment que quand on comprend l'idée, tout est très très évident. Mais est-ce que c'est un mal? Est-ce que tu as ressenti, toi, Sawyer, cette idée de parfois c'est prévisible, trop de fanservice, machin, ou finalement tu as lâché prise sur ce point très vite? Parce que je sais qu'il y a des gens qui ont eu du mal. Hein.
Ouais, je sais que le film divise justement sur le truc de c'est un décalque du 1, etc. Moi, je trouve pas justement, je trouve que justement, il reprend ces éléments du 1. On va reprendre par exemple le personnage de Paul Mescal. C'est-à-dire que le personnage de Paul Mescal, je trouve que quand tu le vois dans les arènes, etc., tu vois pourquoi il l'a casté après Russell Crowe et pourquoi il a pris comme ça. En fait, tu vois pourquoi est-ce que c'est ce personnage-là. Mais il a quand même sa petite subtilité en plus. Il a cette espèce de rage qu'avait pas le personnage de Russell Crowe, qui était quand même un personnage plus digne, plus sage quand même quand tu le vois dans le premier Gladiator. Là, il a un truc quand même vraiment énervé, presque bestial en fait. Et d'ailleurs, je trouve que c'est le premier film, même si Paul Mescal est un très bon acteur, mais c'est le premier film qui montre vraiment que ça va devenir une star de cinéma, je pense, en voyant son physique et la manière dont il joue, en fait, toute cette espèce de rage intérieure qu'il a en lui. Il l'est déjà. Ouais, pardon. Il l'est déjà en soi, hein, je pense. Oui, 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 il est déjà, Aftersun, mais je pense qu'il ça, va vraiment et exploser bon, à partir de voilà, là. ça commence à bien monter pour lui. Ouais, effectivement, mais voilà, et je trouve que justement, il va utiliser tous ces codes, tous ces clichés du premier, le méchant général, les empereurs, les trucs, etc. Et dans son troisième acte, qu'on ne spoilera pas, mais on parlera en spoiler de ça, il va tout renverser sur la table, il va tout utiliser. Le personnage de Pedro Pascal, qui est un vrai personnage nihiliste, et qui est vraiment intéressant. Et en même temps, il va réussir à jouer avec ses codes en mettant, parce que on en parlait avec Adam, qui est moins chaud pour le film, justement, en off, et il disait que c'était un film qu'il regrettait parce que c'était un pas en arrière vis-à-vis du nihilisme qu'avait Scott dans ses anciens films, comme le Last Duel, comme House of Gucci, comme Napoléon. C'est ces gens médiocres en fait qui essayent de prendre le pouvoir, etc. C'est ces gens vraiment méprisables en fait. Et justement là, il y a une espèce d'évolution où tu sens que il y a ces gens médiocres qui essayent de prendre le pouvoir et le nihilisme en fait, qui est opposé à cette espèce de rage de la jeunesse qui veut se révoluer, qui veut imposer une nouvelle idée, en fait, une idée plus vive, en fait, plus colorée et qui est intéressante. Et notamment dans le personnage de Paul Mescal, les personnages de Denzel Washington. Et je pense qu'on peut s'arrêter aussi là-dessus, c'est que globalement, c'est un film extrêmement bien dirigé, où chaque personnage est parfaitement à sa place. Et Denzel Washington est fabuleux, quoi, comme à chaque fois. Mais là, il est vraiment délicieux en termes de méchant. Je trouve qu'il rivalise avec Joaquin Phoenix dans le premier opus. Rappelons-le, Ridley Scott est un très bon directeur d'acteurs. C'est pour ça que quand tu vois ce genre de film-là, tu comprends aussi que même si on peut le critiquer sur certains choix, quand on voit comment il a dirigé au hasard Jared Leto sur House of Gucci, tout est volontaire hein, chez Ridley Scott. C'est pour ça que bon, Jared Leto, il s'est pris un shitstorm, comme on dit, mais parce qu'on lui a demandé de jouer comme ça. Et quand on y pense, le personnage de Napoléon, il était borderline un peu ridicule aussi, hein, joué par Joaquin Phoenix. Et là, les Caracalla et Guetta, c'est un peu cette idée aussi de rendre ces hommes de puissance, d'ambition, complètement aliénés par leur propre héritage aussi, par leurs propres envies. Et comme tu dis, oui, le côté nihiliste en moins, alors, parce que oui, il y a ce retournement. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que tu as un personnage de Pedro Pascal qui, lui, devient nihiliste dans son idée d'annihiler l'Empire, parce qu'il a envie voilà, de renverser un peu cette idée-là, et sent que très vite, ça va être compliqué. Mais à la base, c'est quelqu'un qui est, quelque part, avant d'être nihiliste dans le film, il est un peu utopique aussi. Il y croit avec sa femme, parce que c'est lui, hein, ce général, qui est donc le nouvel époux du personnage de Connie Nielsen qu'on a vu dans le premier film, Lucilla, qui était donc la mère de Lucius, qui a disparu, hein, voilà, par rapport au premier film, hein, c'est ce qui nous est dit en tout cas, et qui était un peu aussi, qui a eu une relation avec Maximus, ça on le sentait dans le premier métrage, et on le voit, c'est un personnage ambigu, hein, le personnage de Pedro Pascal, parce que au début c'est lui qui est responsable de la mort donc de la femme de Hanno, parce que là, c'est pas un spoil, mais son épouse meurt, c'est ça qui fait sa rage et sa vengeance. Et derrière, pourtant, on pourrait sentir qu'il serait le premier allié de Hanno dans sa vengeance. Et là, on voit justement l'impossibilité de renverser les codes. Jusqu'à la fin, mais on ira sur la zone spoiler. Et au milieu de tout ça, ouais, il faut le citer là maintenant, on a Macrinus, notre cher Denzel Washington, qui est carnassier absolu. C'est le self-made man, j'allais dire à l'américaine, mais empire romain. Ce gars qui part de rien et qui a réalisé son rêve romain, c'est pas le rêve américain. C'est une sorte de mélange entre Elon Musk, Emmanuel Macron et Donald Trump. Hein. De toute façon, j'avais dit qu'on n'allait pas dire de nom, mais je suis désolé, je balance un Ah, petit rien à peu. foutre, allez, on aime drop. Ah non, mais à un moment, voilà, c'est nos grands leaders qui font un peu n'importe quoi parce qu'ils sont imbus de leur personne et tout. Là, on en a plein dans le monde. Hein. Les Poutine, Non, les machins, mais voilà. au-delà de ça, c'est quelqu'un qui exploite le pouvoir actuel de gros fascistes pour le transformer et réussir à prendre le pouvoir lui. C'est littéralement la métaphore de Macron et le RN en fait.
Ah, mais c'est ça. Et puis créerait une autre forme de fascisme derrière, Bien sûr. avec sa gloire personnelle, quoi. De toute façon, c'est c'est ce qu'a été Macrinus aussi en empereur. Et tous ces empereurs romains, la plupart, en tout cas, à part Marc Aurèle, visiblement. Mais bon, Marc Aurèle, sur la fin de sa vie, on comprend que quand on le voit dans le premier, là, Gladiator, avec ce merveilleux grand-père joué par Richard Harris, là, mais il regrette parce qu'il a fait des grosses bêtises avant. Il a été sanguinaire aussi, il a été conquérant. Et c'est que sur la fin de sa vie qui arrive à avoir cette sagesse. Là, on voit des gens qui n'ont aucune sagesse, qui ne veulent que le profit. D'ailleurs, Macrinus, on le voit, il tire les ficelles, il joue sa vie aussi, avec de l'argent, là, il fait des paris avec le gars, là, qui est un petit peu à la botte de tout le monde, là, sorte de... Mais il prend sa maison même à un moment. Mais bien sûr, ouais. Mais quand bien même, excuse-moi de te couper, mais en fait, il y a un vrai truc qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a plein de gens qui disent tout le temps, encore une fois, que c'est un décalque du premier. Et je pense que Ridley Scott, il avait conscience qu'il pouvait tomber dans ce piège de décalque du premier. Et du coup, que ce soit dans l'écriture, là, on en a longuement parlé, mais même dans la mise en scène, il va se dire comment est-ce que je vais faire pour pas faire une répétition du premier. Bah, il va trouver plein d'idées pour te divertir sur l'arène et sur les combats. C'est-à-dire Ah, que ça, chaque c'est sûr, scène mais va avoir sa diverti. personnalité. Ah mais You're Not Entertained, hein. Parce que Ah, on a la scène avec les singes. Alors les VFX sont un oh, peu dégueux, mais la scène avec les singes qui est quand même assez ah ben. intéressante. Et La on peut scène de être bataille sûr. navale qui est complètement Et là, folle. ne Enfin, cherchez c'est pas le réalisme, parce que j'ai vu des gens déjà, évidemment, hein, comme pour ah mais Napoléon. évidemment. Ah oui, mais est-ce qu'il y a vraiment des requins et tout? On s'en fout, c'est la démesure. Oui, oui, Ridley oui. Scott, il pousse la démesure de cette folie là, assoiffée de sang et de pouvoir. Donc déjà même rien qu'avec les singes, avec ce sorte de babouin de l'enfer, la chauve, je suis même pas sûr que ce On genre dirait de des truc espèces de ait créatures d'Evil existé. Dead, hein, vraiment. C'est Non mais à un moment, j'étais en train de me demander pendant 2-3 minutes, je me suis dit mais c'est quoi ce truc? Ah, c'est vraiment un ouais, c'est singe ça. en fait. Non mais voilà, c'est un film d'horreur là à ce moment-là. Premier degré. Et on Ah, voit mais le personnage de Paul Mescal qui est prêt à le bouffer ah ouais, ouais, non pour mais cette même vengeance. la séquence du rhinocéros, elle est exceptionnelle quoi. Enfin, c'est la manière de transformer l'action et d'en faire un vrai truc. Il utilise tout son espace juste sur une arène ronde, tu vois. Mais la manière de le transformer, elle est passionnante quoi. Mais parce que là, il avait plus de moyens dans le premier Gladiator. Donc oui, Ridley Scott s'amuse. Il n'a plus rien à prouver dans sa carrière. Je crois que c'est un type Derrière, ultra cher, mais ça se sent. Je crois mais qu'il est très derrière très cet cher. amusement, oui, d'ailleurs, il veut divertir le spectateur tel le peuple de Rome divertit à ce moment-là. Il nous questionne, nous spectateurs. Vous voyez ce qu'on voit là. Ouais, là, cette violence et tout. Mais elle va mener où cette violence? Finalement, est-ce que cette vengeance voulue par Anno est-ce que c'est une bonne chose? Parce que c'est ça la question. Parce qu'il y a un moment, il y a un personnage qui dit si tu veux te venger, ne sois pas comme celui que tu veux tuer. Voilà. Et à un moment, Anno, en voulant se venger, il est limite encore plus sanguinaire potentiellement, enfin, dans ses envies, hein, que celui qui veut tuer. Tu vois, donc il y a ce retournement. Il y a d'ailleurs un moment assez tragique dans l'arène où il comprend, et c'est là qu'il y a le retournement d'ailleurs. Ce face-à-face dans l'arène. Bon, on va spoiler. On spoil. Allez, je Allez, on pense, spoil, on a beaucoup je trop de pense qu'on choses à peut dire, on spoil. spoiler. Donc voilà, ce face-à-face dans l'arène avec Pedro Pascal, il a enfin sa vengeance. Parce que les empereurs, ils veulent les voir s'entretuer, tout ça et tout. Et là, bah, il y a le retournement. Déjà, lui, bah, il sait qu'il est mort. Le personnage de Pedro Pascal, dès qu'il s'est fait, voilà, parce qu'il y a une sorte d'espion qui a révélé son complot. Les empereurs le savent. Il sait qu'il est mort. Il n'y a plus d'espoir, quoi. C'est là où il y a le nihilisme absolu. Mais face à, donc à Anno, qui s'appelle en vrai Lucius Verus, on y reviendra du coup. Si vous avez vu le premier film, on comprend très vite avec le petit garçon, hein, c'est lui, Lucius de Gladiator. Et ben là, il y a un retournement, c'est-à-dire qu'il va sortir de cette vengeance à vouloir tuer, juste pour tuer. Et quand il se fait cribler de flèches, là, c'est le moment, le sommet dramatique du film. Quand même. Alors c'est très cliché, mais ça fonctionne. Je trouve. Il y a même une façon biblique de mourir. Je sais plus quel saint est mort comme ça, criblé de flèches. Il faudrait C'est faire des vrai qu'il y a un recherches truc de parce que flèche comme ça. Mais en ouais, fait, et Ridley Scott, d'ailleurs, il joue sur la religion aussi un peu. Là. et c'est aussi un reproche qu'on a pu voir passer, c'est que le film manque d'émotion. Je peux être d'accord sur certains points, notamment parce que tout le truc autour de Maximus, etc., était vraiment très émouvant dans le premier Gladiator. Mais je Hmm. trouve que cette scène-là, justement, le personnage de Pedro Pascal, c'est un vrai personnage tragique. Parce que c'est un vrai personnage qui aurait pu mener la révolution et qui Bah oui. se fait vraiment trahir et qui meurt d'une façon tragique et qui repasse le flambeau à Paul Mescal. La manière, justement, symbolique de passer ce truc-là est assez émouvante en somme. D'ailleurs, en soi, Maximus, quelque part, puisque ce film fonctionne sur du miroir et du double, il a une sorte de double héritage. C'est un mélange. Les deux, là, donc Pedro Pascal et Paul Mescal, ce sont un peu. Tu fais un mix entre les deux, c'est un peu des Maximus, quoi. Chacun avec sa face. Et c'est vrai que donc, on comprend très vite dès le début que Anno, en fait, c'est le fils de Lucilla qu'elle avait voulu protéger en l'exilant.
Et on comprend très vite, donc il revient, il va apprendre que sa mère elle est là et tout, et surtout que Maximus est son père. Et quelque chose qui était sous-entendu dans le premier film, là, est réalisé. Alors ça sous-entendrait que Maximus a trompé sa femme et tout. Bon, j'ai vu des trucs comme ça. Et Bah, l'Empire romain, ou alors que Maximus était avec Lucilla avant d'être avec sa femme. ouais, mais comme son fils avait plus ou moins le même âge que Lucius, c'est bizarre. Oui, oui, Bon, effectivement. bon, mais c'est l'Empire romain, je rappelle, hein, les orgies, les machins, les choses. Alors d'ailleurs, où la bisexualité était totalement assumée et même bien vue chez les sénateurs et les riches et tout. Et dans le film, ils ont coupé un moment où apparemment le personnage de Denzel Washington embrasse un homme parce qu'ils ont eu peur que ça choque. Alors ça, Ouais, et ils ont pas tout coupé parce qu'il y a une scène où je crois que le non. personnage de Denzel Washington dit des fois je n'ai même pas envie d'être avec une femme ou un truc comme ça. Oui, Enfin, il voilà, dit mais une bon, Ridley chose comme Scott, ça. il n'a pas dû être très heureux de l'idée, mais bon, il peut pas tout non plus contrôler. Ouais, ouais, Bon, ouais. faut pas trop choquer l'Amérique puritaine, surtout en ce moment, qu'elle devient de plus en plus puritaine et un peu, voilà, sans les dents. On se demande bien Mais bon, de pourquoi. toute façon, voilà. Bah, vous voyez, hein, Guetta et Caracalla, c'est un petit peu ce qu'il y a en ce moment à la tête des États-Unis. Je ne sais pas qui est Guetta, qui est Caracalla, mais Je sais que le singe c'est Elon Musk, donc il n'y a pas de souci. aïe, 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 aïe. Oh, on va se faire encore insulter dans les commentaires. Non, non, Oh là là, jamais. on critique Pas des insulter multimilliardaires. et on va se faire réprimander en mode oh là là, encore des trucs de gauchistes et tout. Mais attendez, Gladiator 2, vous croyez que c'est quoi? Vous croyez que c'est un film de gauche? Bah oui, complètement. Voilà. Là, pour le coup, Ridley Scott, il enfonce des trucs. Alors évidemment, c'est parfois des portes ouvertes, mais ça fait du bien par où ça passe, hein. Autant le dire les choses. À un moment, il faut appeler un Non, chat mais un puis il y a chat, des quoi. vrais, il y a une vraie dimension politique qui avait moins dans le Mais bien premier sûr. opus, qui est vraiment passionnante, quoi. Enfin, toutes les scènes de consul, etc., de trahison, qui en fait une vraie tragédie, et quand même dingue. La mort de Joseph Quinn est vraiment super pour le coup Mais bah, c'est un déjà film de avec les scènes 2024. Tu Ah bah vois? bien sûr, bien C'est un sûr. film de son époque. Et pourtant, ça parle de l'Empire romain. Mais l'Empire romain et notre époque, hein, bah, ça n'a jamais vraiment changé, hein. Quand tu es assoiffé de pouvoir et que tu as de l'ambition, tu es prêt à faire un peu tout. Et puis bon, les jeux du cirque, aujourd'hui, on les a de plus en plus, que ce soit sur les réseaux ou dans certaines émissions, hein. Donc, Ah mais et puis puis les Jeux même navré. Olympiques. Hein, les Ah Jeux mais bien sûr, Olympiques. mais même navré de faire un truc en mode on vit dans une société, mais il y a quand même une scène où t'as Denzel Washington, on lui dit mais si tu fais ça, ça va provoquer ça, etc. Et il dit bah écoute c'est pas grave, il mourra et je prendrai le pouvoir et je deviendrai mondialement connu. Et il dit quand même un truc, il dit that my friend is politics, comme ça. C'est vraiment, enfin Ah, déjà son jeu est politics. super, mais t'as toute la signification du film là-dedans quoi. Puis alors, Denzel Washington, il prend un plaisir monstre à jouer Ah ce mais moi personnage. j'espère qu'il aura l'Oscar hein, parce qu'il est, il Oui. est, il a un espèce de jeu mais suave. Il est à la fois terrifiant et en même temps il est vraiment délicieux à chaque scène quoi. Enfin il est complètement fou quoi. Meilleur second rôle, je pense que ça passe direct, hein, Ah c'est possible parce que la manière dont il joue etc. Et même d'ailleurs son combat final il est super parce que c'est là où on voit justement toute la rage intérieure que lui se presse et quand il veut tuer Paul Mescal. Et d'ailleurs truc très symbolique, c'est que le personnage de Denzel Washington meurt en dehors de Rome. Ouais, alors, c'est ça qui. Bah, d'ailleurs, c'est là où Ridley Scott mais retourne complètement l'histoire. Déjà, bon, les empereurs à la base, c'était pas des jumeaux, mais ça, passons. Et Macrinus devient empereur en vrai, sauf que là, il ne le sera jamais. Ridley Scott C'est surtout parce réécrit que les avec. personnages de Maximus et Lucius n'existaient pas dans la vraie vie. Déjà. Déjà, voilà, il implique qu'il y a de la fiction dans la réalité, donc il change la réalité, c'est logique. Mais c'est surtout, voilà, le rêve de Marc Aurèle, c'est aussi le rêve de Ridley Scott. C'est-à-dire que bah, là, il rêve d'un moment où peut-être l'Empire romain, enfin, va vraiment être libéré. Alors ça, c'est la question. Quand Maximus est mort, on croyait que, d'ailleurs, on voit l'héritage par rapport à sa mort à la fin, où Lucius dans l'arène se rappelle, il cherche une connexion, ce qui est visuellement assez abouti. Et il y a des moments visuels assez particuliers. En Par fait, c'est exemple, avec particulier l'Empire des parce que morts aussi. bah, c'est un des seuls reproches que je peux faire au film, c'est que des fois c'est un Particulier. peu gris, notamment la scène de flashback. Il y a une scène de Ah, mais flashback que c'est je Ridley trouve Scott. vraiment. Ouais, c'est Ça, ça. c'est la C'est un peu mon problème. colorimétrie J'ai un peu Ridley tout. Scott. Bah, j'ai toujours un peu du mal des fois avec sa photographie. Par contre, là, je trouve qu'il y a quand même des scènes magnifiques, notamment la scène de fin où tout le monde lève son glaive, etc. Où limite, c'était tellement. Enfin, je trouve qu'il y a une telle. Enfin, en plus, Paul Mescal fait très action hero des années 90 aussi. Enfin, Oui, pas dans le sens Schwarzenegger Stallone, mais dans le sens non. film 90 culte, tu vois. Mais du coup, dans la manière dont la photo était composée ou quoi, j'ai eu l'impression que c'était tourné sur pellicule sur certains moments, alors que ça a été tourné full numérique, je pense. Mais des fois, il arrive à faire un truc tellement beau que j'ai l'impression que c'est tourné sur pellicule. Ouais, puis pour cette fin, alors pour le coup, moi, le petit reproche, c'est que ça va très très vite quand même. Mais ça va avec la rage du retournement. C'est-à-dire que le retournement de Rome, finalement, il va pas y passer 3 quarts d'heure, hein, Ridley Scott. Tu aurais bien pris un quart d'heure de plus pour le build-up de l'affrontement final, qui, en même temps, c'est
un build-up qui est fait par une fuite. Donc forcément, il y a juste une petite poursuite et tout, et derrière, il y a le En combat même temps, qui est... elle est dingue quand même. Cette scène d'arène avec la mort de Connie Nielsen et justement Denzel Ah oui, Washington qui est dingue dedans. Et il est vraiment fou, quoi. Enfin, la ah mais tout manière le monde et meurt, qui hein. trahit l'autre, etc. Enfin, c'est super. Enfin, je trouve que la vivacité du truc permet aussi de faire un grand spectacle de fou. Il n'y en a plus qu'un qui survit à la fin, en fait. C'est terrible. Ah C'est ouais, de tout le cast, il n'y a que Paul Mescal qui s'en sort. il y a même le sénateur Gracchus qu'on voit du premier film, joué par Derek Jacobi. Même lui, il y passe gratuitement, hein, Oui, dans la. oui. Je sais pas On pourquoi. sait pas si le singe est mort ou pas, du coup, par contre. Oh, bah, je sais pas. Peut-être qu'il a été gardé dans une cage pour un Gladiator Toujours le 3. premier consul, peut-être, je sais pas. Gladiator 3 qui serait éventuellement dans les cartons, mais bon, Ah à bah voir. c'est là où je voulais terminer justement, c'est que c'est vrai que c'est une fin très vive, mais parce que j'ai pas vraiment l'impression que c'est une fin de saga, c'est une fin de film, mais c'est pas vraiment une fin de Ouais, mais saga. J'ai l'impression qu'on pourrait avoir une fin avec un tu Paul veux Mescal plus quoi? âgé Est-ce peut-être. que tu veux. Alors, moi, je sais pas, parce que donc Lucius Verus deviendrait le chef de la République. Enfin, je sais pas quoi. Ou à moins que Ridley Scott ait envie de tourner un truc en poussant, on va dire, le retournement à l'extrême, où Lucius Verus serait lui-même corrompu par le truc et serait couronné empereur et ferait les mêmes erreurs. Hmm. Mais moi à la Parce base que, j'avais peur d'un Gladiator 2, donc je vais pas douter de Gladiator 3, je suis très curieux de savoir ce qu'il parce va que faire avec un 3 quoi. quand tu vois que Maximus il est mort, mais entre guillemets pour rien, si ce n'est qu'il y a son héritage qui peut prendre sa suite et enfin parachever son œuvre, oui, mais si sur le 3, on se retrouve avec un Lucius Verus, je sais pas moi, 10 ans après, qui devient empereur et qui cède à la tentation, je sais pas si ce serait une bonne idée. Ça veut dire que Mais là, en même on temps ça revient recréerait un parallèle, ce serait intéressant je trouve, à par ça rapport à recréerait un justement si parallèle Maximus avait survécu quoi. et ça met, ça met Ridley Scott en mode nihiliste à fond, c'est-à-dire que non, finalement, ce rêve, c'est de l'utopie, on repart sur le négatif. Mais là, le problème dans Gladiator 3, c'est qu'il y aurait trop de nouveaux personnages à inclure. Ça serait compliqué de créer quelque chose. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il n'y a plus personne Peut-être, à mais part regarde, Lucius ils ont réussi Verus. à le faire, ils ont réussi très bien à le faire là, tu vois. Ouais, d'accord, mais tu vois, il y avait le personnage de Lucilla et mine de rien, Lucius Verus qui a fait le pont avec le premier film. Là, il n'a pas d'héritier, tu vois. Il a même pas Oui, d'épouse. mais Il a bon, plus d'épouse. après Lucius Verus, dans le premier opus, c'est presque pas un personnage, quoi. Il a pas vraiment ses enjeux, il est pas vraiment Non, traité, mais quoi. tu le sens, la connexion qu'il avait avec Maximus, tout ça. Tu sens Bien que sûr, finalement, il y a bien une sûr. logique. Finalement, il voulait être gladiateur, hein, dans le premier, le petit. Bah, là, il l'est devenu. Il voulait être Maximus dans l'arène. Même que Commode, à un moment, le lui reproche et qu'il y a une scène très cringe qui pouvait être à deux doigts du très très cringe, d'ailleurs, parce que je rappelle que Commode était amoureux de sa sœur et il aurait pu faire beaucoup de mal à ce niveau-là aussi à son neveu. Parce que c'était la folie absolue, quoi. Mais là, ouais, je sais pas. À moins de faire revenir le personnage de Jimon Unsu qui était annoncé dans ce film et qui n'y est pas, compliqué de connecter. Mais bon, je sais pas si Ridley Scott. Si jamais il y a un Gladiator 3 un jour, est-ce qu'il le ferait? J'en sais rien. Bah, il y C'est une aura Paul mauvaise idée. Mescal, en tout cas, c'est sûr, parce que visiblement, Paul Mescal. Ridley Scott bosse sur un nouveau film avec Paul Mescal. Ah. Donc, je pense qu'il a trouvé un peu un acteur qui veut faire jouer aussi, hein. Mais après, Ridley Scott n'est pas éternel et bon, le cantonner à des Ah, bien suites de sûr. suite et tout, déjà, bon, un nouveau Alien, pourquoi pas. Encore un Gladiator, je sais qu'il a plein de projets, le monsieur. Donc, à voir. C'est Je me toujours demande s'il est pas intéressant. derrière la série Blade Runner, là, qui est en préparation aussi. Je sais pas, oh, il doit à minima produire des trucs. Oui, à Mais minima bon, produire. en tout cas, vous l'avez compris, hein, c'est un film qui est d'une richesse, Gladiator 2, qui, qui évidemment peut jouer sur les faux semblants on rejoue le premier. Mais en fait, c'est ce que Ridley Scott fait, on va dire, presque aux deux tiers du temps pour mieux nous retourner le truc. Et avec la surenchère. La surenchère, certes, d'avoir plus de moyens. La surenchère du monde d'aujourd'hui qui veut mettre en parallèle et qui ne va pas forcément mieux qu'en l'an 2000. Hein. Depuis l'an 2000, quand on y pense, est-ce que le monde international géopolitique et tout va mieux? Non, mais non, clairement non. Et donc, c'est un film qui est dans son air du temps. Et derrière, oui, il y a ce rêve, voilà, le rêve de Ridley Scott aussi, qui a envie de bousculer les puissants. Mais bon, c'est vrai que la fin, elle fait presque happy end forcé, dans le sens, enfin, pas forcé, mais très naïve. Tu sens que s'il fait un 3, il va la retourner cette fin. Et que ça va être que le personnage de Lucius Verus sera beaucoup plus sombre. De toute façon, dans le film, on le voit. Il est quand même prêt à faire des trucs par vengeance. Est-ce qu'il a ravalé totalement cette haine qu'il y a en lui? Ça serait une bonne construction pour faire un Gladiator 3. Voir que finalement, le mal était en lui, quoi qu'il arrive, avec tout ce qu'il a vécu. Donc bon, à moins que, voilà, je sais pas. Bah, ce serait intéressant à exploiter, ouais, à voir ce qu'il va faire par la suite. Il y a toujours le personnage, je crois que c'est Trax, hein, qui s'appelle celui, un peu
le lèche-bot de Macrinus et tout qui se fait avoir là. Je crois qu'il est toujours en vie, lui. Il pourrait créer des problèmes, par exemple. Oui, on n'a pas parlé de Ravi aussi, qui est l'aide Très très bon personnage. Médecin, ouais. de Lucius aussi, ouais. Médecin, un médecin indien, je crois, qui, Ouais. qui est la part spirituelle du film, qui connecte aussi avec l'héritage de Maximus indirectement. Qui finit par être le messager d'ailleurs. Mais qui est intéressant aussi, ouais, qui est un personnage symbolique, fort. Enfin bref, moi j'ai vraiment adoré. Je pense, plus j'y pense, plus je trouve ça vraiment exceptionnel. Et bah c'est un de mes films préférés de l'année. Je pense, bah ça va être dur de faire un top cette année. Oula. J'ai hâte des top flop LCT, quoi. Ça va être, ouais, et puis on vous fera participer évidemment aussi, vous Bien sûr. public. Ça va être, ouais, c'est compliqué là. Dès que j'y pense, j'arrête d'y penser très vite parce que c'est le bazar. Il y a une bonne Ça va être une galère, quinzaine, hein. vingtaine de très bons films cette année qui mériteraient d'être dans un top 5 par exemple. Donc, Même si je pense qu'avec, il y a un film qui a été vu par toute l'équipe, qui a été apprécié par tout le monde sauf une mais personne. Je pense que lui peut terminer top 1. on va pas spoiler, mais je t'en parlerai en off parce que je l'ai revu depuis. Ouais. Voilà. Ah tiens. Mais en tout cas, c'était un plaisir d'en parler. Alors, ouais, un peu moins détaillé peut-être que d'habitude cette émission, mais on a des petits soucis autour qui fait qu'on a dû changer des plans de dernière minute. Veuillez nous excuser. Mais c'est pas grave, parce que ça vous permet, vous, en tant que commentaire, de rajouter des choses qu'on n'a pas trop abordées. Et on poursuit la discussion avec vous par écrit. C'est toujours très important. On vous remercie d'ailleurs de certains commentaires là, qui sont pertinents et qui nous font plaisir, qui nous font réfléchir aussi. Et on salue aussi au passage Hugo, qui devait être parmi nous, mais des imprévus, niveau timing, niveau bug. Voilà, c'est un peu les aléas de nos vies respectives. Hein. C'est en lien avec la société, un peu le Ouais, film. on est tous en Parfois, c'est galère le là bazar. pour l'instant, donc ouais. Parfois, c'est le bazar. Parfois, il y a un peu de rage aussi de ne pas pouvoir faire des trucs ou de subir des choses. Mais c'est comme ça. C'est la vie. Je sais que toi aussi, en ce moment, des Et histoires. comme dirait dans Gladiator, utilisez cette rage. Ouais, mais faites des bonnes choses avec cette rage. Ne devenez pas la vengeance. Ne devenez pas celui que vous voulez éliminer. C'est ça qui est important. On dirait des verticales Insta de conseils en mode fausse Extraordinaire. discussion. Mais c'est un peu ça le cinéma de Ridley Scott parfois. C'est un peu ça. Mais pas avec la Oh même là là. mise en scène, je suis désolé. C'est pas un film TikTok, là, loin de là. Même si les singes peuvent faire intelligence artificielle TikTok, mais non. Non. On parlera des requins, des singes, des rhinocéros, même les chiens de Lucilla. Tous les animaux y passent ou presque. Hein. Et le cheval, les chevaux à la fin. Je rappelle. Voilà, c'est un film animaliste et de gauche. Bref, trêve de plaisanterie. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Et on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.